Bien, écoutez, il est 17h30. Manifestement, je crains qu'on ait un petit problème dans les adresses. Et donc, j'espère que tout ça va s'arranger. Ça serait bien quand même. Enfin, on va commencer dès maintenant, hein, parce qu'on a quand même un parcours qui est assez important donc, à faire hein, sur la méthode Scrum et sur la priorisation. Donc, je vous accueille sur un sujet qui, une fois de plus, mais c'est un peu disons, la caractéristique de Lemarson, c'est un sujet qui est très polémique. Un sujet, il y a des gens qui sont pour les méthodes agiles et les autres qui sont viscéralement contre. Et les arguments des uns et des autres, il faut le reconnaître, sont quand même un tout petit peu teintés donc, de mauvaise foi. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous montrer un peu ce qui est intéressant de mon point de vue, parce que je le pratique couramment, dans les projets qui, à mon sens, le méritent, hein, eh bien, on peut utiliser effectivement donc les méthodes agiles. Je pense entre autres à Scrum, à condition, encore une fois, que ces projets soient adaptés, et je vais y revenir. Donc, nous allons. Alors, je vais vous partager mon écran si vous le voulez bien. Hein, et donc, je vous invite ici sur donc, une présentation qui est, c'est vrai, favorable à Scrum et aux méthodes agiles. Mais je pourrais dire la même chose. D'ailleurs, nous publions en ce moment dans Lemarson tout un dossier sur le thème « Pourquoi tant de haine pour les méthodes agiles ?» Donc, si vous voulez, ce que j'essaye, c'est en tout cas de donner quand même des arguments qui me paraissent intéressants, parce que pour le pratiquer, je crois qu'il y a des choses qui sont très utiles là-dedans. Alors, le sommaire que nous allons suivre, les thèmes que nous allons donc regarder, d'abord, on va essayer de repositionner donc, le phénomène agile en gestion de projet. Hein. On va regarder plus en détail ce qu'est donc la méthode Scrum. Alors, vous voyez, il y a ici à côté une mêlée de rugby. C'est tout simplement parce que Scrum en anglais, donc, ça veut dire mêlée. Hein. On va regarder quel est le phasage de Scrum, parce que tout ça pour bien comprendre comment donc se situe la priorisation donc des histoires à l'intérieur d'un sprint, les sprints à l'intérieur donc d'un projet. On va donc parler d'histoire, et notre approche à nous est une approche un peu particulière, c'est-à-dire qu'on fait une distinction entre le travail d'évaluation donc des histoires a priori, sans se préoccuper d'ailleurs de priorisation. Et donc, on parlera à ce moment-là de BV, de Business Value. Et vous allez voir, ça me semble assez important, et surtout, ça permet de bien caractériser comment fonctionne une méthode comme Scrum. On va parler du concept d'effort ensuite. Ce concept d'effort, qui est très particulier donc, au monde Scrum, qui consiste à évaluer donc une histoire à développer, sans dire ça fait tant de jours hommes ou de jours femmes, mais ça représente tant d'efforts. Évidemment, la notion d'effort est une notion un peu théorique, mais vous allez voir, c'est intéressant parce que c'est ça qui est au cœur donc, de la technique de priorisation donc, des histoires dans Scrum. On va regarder donc de quoi il s'agit avec le fameux poker gaming, où chacun va s'exprimer pour dire voilà ce que je pense des efforts à effectuer pour réaliser cette histoire. On traduit en fait après, mais j'allais presque dire que c'est un peu secondaire, on va traduire ensuite ces histoires d'une manière assez automatique, les histoires en tâches. Une tâche dans le monde Scrum, c'est quelque chose qui représente à peu près 1 journée à 2 journées de travail, pas plus. Hein. Et donc, chaque histoire va donc être découpée donc, en tâches. Bien. On va parler d'efficacité, donc de respect des règles, et donc on va expliquer comment fonctionne donc cette priorisation donc, dans Scrum, sachant qu'avec une méthode agile, l'idée que l'on fait passer, c'est qu'on ne sait pas exactement où l'on va. C'est vrai. D'ailleurs, on nous le reproche beaucoup. Mais on y va avec courage et avec entrain. C'est vrai qu'au départ, on n'a pas l'exacte connaissance exhaustive de toutes les histoires que l'on va développer, parce qu'au fur et à mesure des sprints, eh bien, il pourra y avoir donc des changements qui pourront donc se produire. Alors évidemment, ça a été pris comme un argument, un contre-argument par tous les opposants donc, aux méthodes agiles. Alors,
Les méthodes agiles, il faut bien se ramener ça par rapport au fameux comité réunion qui a eu lieu donc en 2002 et ce fameux manifeste agile qui a été publié. Parce qu'en fait, tout est là. Il faut bien comprendre, chers amis, que nous sommes, quand ça a été publié, en 2002. Et donc, à cette époque-là, on était encore dans une gestion de projet très traditionnelle, avec des cahiers des charges tout à fait classiques, avec, disons, une manière de gérer les projets, les équipes des projets avec le chef de projet, qui était tout à fait traditionnel, et un positionnement de l'utilisateur, là encore, très précis. Bien. Le monde agile, ça a été une explosion. Et vous voyez, ces principes qui sont ici sont vraiment des principes moteurs qui nous font comprendre pourquoi il y a des gens qui détestent ça et finalement pourquoi il y a des gens qui adorent. Alors, les 12 principes, je vous les rappelle rapidement. Hein. Le premier, c'est que la priorité, c'est de satisfaire le client en lui livrant rapidement, régulièrement, donc des fonctionnalités à forte valeur ajoutée. C'est très important. D'abord, on veut faire plaisir au client. C'est pas toujours été le cas. Hein. Et surtout, on veut lui livrer rapidement et de manière régulière des choses pour lui montrer que son projet avance de manière à éviter donc, le fameux effet tunnel qui est extrêmement négatif. Le changement en agilité est accepté, même tardivement, parce que les process agiles exploitent donc le changement comme un avantage compétitif avec le client. Je sais très bien que ce n'est pas drôle quand vous êtes à la veille de la mise en œuvre de votre projet, que l'on vous dit « Ah ben non, il faut changer ceci, changer cela ». Si on le fait, ce n'est pas pour le plaisir, c'est parce qu'il y a une raison. Peut-être une raison donc, métier pour ça, une raison technique, qui feront que si on fait ce changement, évidemment, on sera plus performant. Le troisième principe donc, de l'agilité, c'est donc de livrer donc, le plus fréquemment possible des fonctions qui marchent. Vous voyez. Alors, pour XP, on peut aller jusqu'à toutes les 2 semaines, mais en général, avec Scrum, on se positionne autour du mois. Un sprint, ça fait 1 mois. Mais j'ai bien dit des fonctions qui marchent. C'est-à-dire que le programmeur, ou le chef de projet, ne peut pas dire ça fonctionne alors que ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, on a des réunions tous les jours et on va en parler après, qu'on nous reproche beaucoup, qui consiste à faire ce qu'on appelle stand-up meeting, donc, qui consiste à ce que chaque équipier programmeur explique ce qu'il devait faire et ce qu'il a fait. Et c'est ce qui est présenté un peu comme un inconvénient, dans la mesure où ça revient à faire du micro-management. C'est-à-dire qu'on nous dit, oh, mais c'est Big Brother, on ne surveille pas au niveau d'un projet, on les surveille au niveau des micro-projets, jour après jour. Donc, c'est souvent extrêmement mal perçu. Le 4e principe, c'est que le métier et les développeurs vont donc collaborer régulièrement ensemble, quotidiennement, et ils vont se partager les bureaux. Alors, pour ce qui me concerne, pour moi, c'est une règle d'or. Je ne fais pas d'agilité ni avec Scrum ni avec autre chose si on n'est pas dans les mêmes bureaux. Alors, évidemment, en ce moment, avec la période que nous vivons du Covid-19, ce n'est pas très pratique. Et disons que si on peut faire en sorte de partager les bureaux et que chacun se voit, et n'est qu'à se lever pour aller rencontrer une autre personne, eh bien, on préférera cette solution-là. Évidemment, ce n'est pas toujours possible, mais c'est ce qu'on essaie en tout cas de faire. 5e principe, le projet doit impliquer des personnes motivées. Bon. Et il faut leur donner l'environnement, le soutien dont elles ont besoin, ce sera le rôle du Scrum Master, hein, et de leur faire confiance quant au respect des objectifs. La grande différence, et ce qui m'a beaucoup plu tout à fait au départ dans Scrum et les méthodes agiles, c'est que les équipiers, les programmeurs, respirent de nouveau. Ils ne sont plus tenus sous une chape de plomb où on leur dit tu fais ça et pas autrement. On leur demande leur avis, on les met dans une ambiance qui est assez agréable, même si ce sont des bureaux qui sont partagés. Mais attention, il faut que les gens soient motivés. Et on n'y arrivera pas autrement. Les échecs qui se produisent, hein, bien sûr, avec l'agilité comme avec d'autres méthodes de gestion de projet, c'est souvent à cause de ça. Parce qu'au fond, on a dit aux développeurs, ben, vous allez là, mais on n'aura pas demandé leur avis, s'ils appréciaient les méthodes agiles ou non. 6e principe, la méthode la plus efficace pour transmettre l'information, c'est une conversation face à face. Alors, voilà. Donc, pas de système de collaboration de type Microsoft 365 ou G Suite ou tout autre. On essaye de se parler.
Parce que quand on se parle, on voit les réactions, on voit si on est compris, et donc c'est beaucoup plus normal. Après tout, on n'aurait jamais dû déroger donc cette règle-là. Septième principe, l'unité de mesure de la progression du projet, c'est la fonction qui est livrée, à l'exclusion des fonctions qui ne sont pas terminées. Pour nous, donc développeurs agiles, eh bien, une fonction, une histoire qui n'est pas terminée ou qui est réalisée à 99,9%, pour moi, elle n'est même pas commencée. Donc, elle n'interviendra pas dans l'évaluation de ce qu'on va appeler la vélocité de l'équipe, c'est-à-dire le nombre d'histoires qu'elle aura réalisées avec succès et complètement lors d'un sprint d'un mois. Bon, ça, c'est vraiment la mesure de progression du projet. Les process agiles, par ailleurs, font la promotion d'un rythme de développement soutenu, mais attention, soutenable également, de manière à éviter la non-qualité qui va résulter de la fatigue. À chaque fois, et croyez-moi, c'est un vieux chef de projet qui vous parle, qu'on a forcé la mule, on a dit tu devras démarrer pour le premier du mois prochain, ça ne marche jamais. D'abord parce que les gens sont fatigués, et puis ça ne marche pas, on oublie des choses et finalement on va pratiquement tout recommencer. Donc nous, on préfère un rythme de développement qui soit soutenu. Donc on fait attention également, c'est le 9e principe, à une attention donc à une excellence technique et à la qualité de la conception. On s'est aperçu d'une chose qui est assez vraie et que on va dire, nos adversaires ne peuvent pas nous reprocher. Les gens qui participent à des projets agiles, généralement techniquement progressent. Et donc, ils se rendent compte qu'ils prennent une valeur marchande qui est plus intéressante, donc ils sont assez rassérénés finalement quant à l'évolution de leur carrière. C'est vrai. Donc, on fait attention à ça et le Scrum Master, on va dire sa règle numéro 1, ça va être de veiller que les équipiers ne pataugent pas et donc progressent. Et évidemment, Dieu sait qu'avec les langages orientés objets aujourd'hui, on a des difficultés parce que ça devient quand même de plus en plus compliqué. 10e principe, la simplicité et l'art de minimiser les tâches parasites. Ce sont des principes essentiels, ne faire que ce qui est nécessaire. Donc c'est la mort des cahiers des charges qui ne sont finalement que l'image de ce que représentent les consultants qui sont payés donc à la journée, pardonnez-moi, mais là on ne fait que ce que l'on veut et ce qui est nécessaire. Et donc c'est ce que dit d'ailleurs Lean Management avec Taishi Ohno qui est donc son concepteur chez Toyota. Il dit qu'à peu près 60% de ce qu'on trouve dans les cahiers des charges ne sert à rien. Ce n'est pas la peine de les développer. 11e principe, les équipes s'auto-organisent. C'est la fameuse autogestion, de manière à faire ressortir la meilleure architecture, et les cérémoniaux que l'on va trouver dans l'agilité sont faits pour ça. Donc, on a une réunion de rétrospective tout à fait à la fin, dans laquelle on s'est dit des choses. On se dit on aurait mieux fait de faire comme ça, parce que finalement, ça aurait été plus efficace. Et donc, on fait émerger finalement les meilleures architectures. Et enfin, 12e principe, c'est qu'à intervalles réguliers, donc ça correspond à ce fameux cérémonial donc, de la réunion de rétrospective, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace et ajuste son process de travail en conséquence. Ça, ce sont les grands principes, et croyez-moi, ça a été un véritable séisme dans le monde du développement. On n'avait jamais connu ça. Vous allez voir, entre autres, après, avec la manière donc d'évaluer la priorité dans les projets. Donc, le phénomène agile, vous comprenez bien que c'est un état d'esprit avant tout. Ce sont des bonnes pratiques. Vous savez qu'il y a deux choses dans l'agilité. Vous avez des bonnes pratiques, par exemple XP, qui est plutôt orienté vers l'ingénierie de gestion de projet. Ce sont des bonnes pratiques, par exemple la programmation en duo, vous voyez, des choses comme ça, ou la programmation pilotée par les tests, ce que l'on peut détester, je comprends très bien. Ce sont des bonnes pratiques que l'on utilise ou qu'on n'utilise pas. Et à côté de ça, vous avez des méthodes. Des méthodes, donc, avec un certain nombre d'exemples, et Scrum est l'un de ces exemples, voyez. Mais toutes n'ont pas la caractéristique d'une méthode. Et en fait, la plupart du temps, ce que l'on voit donc dans les équipes de développement, c'est que les directeurs de projet ou chefs de projet se font une opinion de ce qu'ils pourraient bien emprunter à l'agilité, vous voyez, y compris d'ailleurs à continuer à utiliser donc des cahiers des charges, et se disent ça me plaît, ça me plaît pas. Par exemple, la programmation en duo,
ça peut être très contestable pour ceux qui n'en ont jamais fait, eh bien, on se constitue, on va dire, sa propre méthode à soi. Et donc, plus de 60 à 70%, on va dire, des équipes qui travaillent dans l'agilité, en fait, utilisent une méthode qui est la leur. C'est d'ailleurs notre cas à nous. Et nous utilisons quelque chose qui n'est pas explicitement indiqué dans les méthodes agiles, par exemple, ce qu'on va appeler, nous, les cabinets noirs. Le cabinet noir étant le product owner en Scrum qui travaille avec ses amis. Il fait une espèce de cabinet en amont du projet lui-même pour essayer de réfléchir sur toutes les histoires que l'on pourrait mettre, qui seraient utiles de faire ça. Vous ne le trouverez pas ailleurs. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de méthodes ou de bonnes pratiques qui existent. Crystal Clear, vous avez des SDM, vous avez XP, je vous dis, et puis Lean Management. Attention, il n'y a pas un comité des sages qui décide à un moment donné, toi tu es agile, toi tu n'es pas agile. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce sont disons, c'est la communauté qui dit, tiens, voilà une méthode intéressante et qui utilise des principes que nous nous recommandons. Et c'est comme ça que Lean Management, qui a priori ne demandait pas d'avoir un blanc-seing, donc agilité, c'est comme ça que donc Lean Management de Taishi Ohno s'est retrouvé dans le mouvement agile, alors que ce n'est, d'abord, ce n'est pas une méthode, c'est un ensemble de bonnes pratiques, et son objectif n'était pas de faire partie donc de la communauté agile. Mais c'est nous la communauté qui avons dit, ben ça rentre dans le mouvement. Alors, avec l'agilité, contrairement aux méthodes traditionnelles, qui elles sont fondées, à mon avis à tort, sur la réalisation à tout crin d'un cahier des charges, comme ça fonctionne, les méthodes agiles se veulent pragmatiques et impliquent plus ce que demande donc le client. On dit qu'en agilité, on s'adapte, on fait ce que l'on peut. 60, donc on estime par exemple que 70% des cahiers des charges peuvent correspondre à 10% des utilisateurs. Donc ça veut dire que nous, on préfère développer les 30% qui correspondent à 90% des utilisateurs. Et en agilité, ça aussi, ça nous est beaucoup reproché. Si on a le temps, eh bien, on fera le reste. Si le product owner qu'on a bien choisi et qui a entre autres l'oreille du directeur général dit bon, ben ça, on s'en passera pour la version 1 de ce projet, on verra plus tard, eh bien, on ne fait pas. Alors évidemment, à chaque fois, ce sont des reproches sans fin. À chaque fin de cycle, vous comprenez, nous, on sait exactement ce qui fonctionne. Pas nécessairement ce qui avait été prévu au début donc, du sprint, mais ça marche à 100%. Et donc, encore une fois, une méthode, une fonction qui a été développée à 99%, ça n'existe pas. L'avantage des méthodes agiles, c'est qu'elles permettent une grande réactivité aux demandes. Et c'est vrai qu'ils visent à la satisfaction réelle du besoin plutôt que le respect donc, des termes d'un contrat à travers donc, un cahier des charges. Attention, tous les projets ne sont pas éligibles. Ce n'est pas une question de taille. Contrairement à ce que l'on dit, un projet agile peut durer 3 ans. Évidemment, c'est un peu embêtant parce qu'on perd un peu la compréhension de ce qu'il y aura au bout. Bon, on travaillera plutôt sur des durées qui seront plus réduites. C'est avec des équipes, par ailleurs, qui ne sont pas non plus pléthoriques. C'est à peu près entre 7 et 10 personnes, ne serait-ce que parce que tous les jours, on a une stand-up meeting et il faut que chaque équipier puisse s'exprimer. Or, comme on a un quart d'heure simplement pour parler, évidemment, on n'y arriverait pas si on est 250. Mais surtout, je crois, c'est que les projets qui sont éligibles sont surtout des projets de type métier. Ça, c'est ce que je croyais au début, en tout cas. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de projets à connotation technique, par exemple des jeux, pour lesquels ça marche très bien. On fait aussi faire de l'agilité. Il y a des gens qui ont adapté des principes agiles sur de la gestion d'infrastructures. Évidemment, ça paraît un peu éloigné, mais en fait, pourquoi pas, hein. Vous voyez, donc, moi j'aime bien quand ça a une connotation donc métier, mais après tout, il ne faut pas non plus être plus royaliste que le roi. Pourquoi pas avoir d'autres environnements. Alors, l'organisation Scrum, dont je vous rappelle que ça veut dire mêlée, elle est fondée sur ces 3 familles, 3 personnages qui sont ici. Sur la gauche, vous avez le PO, le Product Owner, qui est quelqu'un qui vient de chez les utilisateurs. Pardonnez-moi, mais si vous n'en trouvez pas, vous ne démarrez pas. En tout cas, ce n'est pas à nous, côté TI, qui faisons donc de la technique, ce n'est pas à nous donc, de prendre le relais et de se substituer au Product Owner. Alors évidemment, ce n'est pas toujours facile à trouver parce qu'il faut le motiver.
il va se retrouver le PO à diriger un projet parce que le patron, c'est lui, ou la patronne en l'occurrence ici, c'est elle ou c'est lui. Et donc, ce n'est pas le chef de projet à l'ancienne, hein, c'est vraiment le PO. Mais le PO, il a uniquement une connotation métier. Et donc, c'est assez difficile de convaincre finalement on va dire des utilisateurs de s'investir, parfois pendant un an, de ne plus s'occuper donc de son ancien métier. C'est pas simple. Mais je pense que si vous ne trouvez pas quelqu'un pour le faire, à mon avis, il vaut mieux ne pas le faire. Pardonnez-moi, c'est du direct. Deuxième personnage, le Scrum Master. Le Scrum Master, ce n'est pas un chef de projet. C'est celui qui aura pour vocation de veiller à ce que la qualité technique du développement et, on va dire, le niveau technique des développeurs soit le plus élevé possible. Ça, il faut avoir la vocation. Je veux dire, tout le monde n'est pas capable, n'a pas envie de le faire. Alors, dans certains cas, il n'y a pas de Scrum Master et on a quand même un chef de projet à l'ancienne. Sauf que ce n'est plus lui le responsable. Le responsable, c'est le PO, le Product Owner. Et puis, vous avez l'équipe qui va réaliser, c'est ce que nous appelons, nous, en agilité Scrum, ce qu'on appelle donc les équipiers. Équipiers au sens McDo, hein, mais ce n'est pas du tout péjoratif. Hein. Quel est le phasage d'un projet Scrum? Eh bien, nous utilisons, c'est un petit peu notre manière de faire, 4 grandes phases. D'abord, une première phase amont. Nous établissons une espèce de ce qu'on appelle un cabinet noir, hein, où le PO, 3 mois, 6 mois avant le démarrage du projet, eh bien, travaille de temps en temps, tous les jours par exemple, pendant 1 heure ou 2 heures, avec des gens qu'il connaît dans l'entreprise et dont il sait qu'ils sont compétents. Et donc, comme lui, il a l'idée de ce qu'il faut réaliser, donc cette phase amont revient à faire une liste de toutes les histoires qui ont un sens du point de vue métier. On peut inviter le Scrum Master, mais le Scrum Master n'aura pas nécessairement une compréhension métier de ce qu'on va lui demander de faire après. Il ne faut pas faire trop de prosélytisme dans cette phase, c'est quelque chose qui doit être un petit peu secret. On est entre nous et on essaie de faire cette liste donc le plus exhaustive possible sans savoir si on va véritablement toutes les réaliser. Ensuite, on va donc lancer ce projet par une opération de priorisation. On va commencer par dire, à ce moment-là, on va demander aux équipiers, on va leur demander lors d'une opération qui est donc dite de poker gaming, on va leur dire qu'est-ce que vous pensez de chacune de ces histoires et on vous demande de les évaluer. Je reviens dans un instant là-dessus. Une fois que l'on a fait cette évaluation, d'abord dans la phase amont, chacune des histoires évaluées avec une BV métier, une business value, et ensuite dans le poker gaming où on a évalué chacune des histoires, mais cette fois-ci d'un point de vue technique de difficulté de réalisation, on se lance dans la troisième partie qui va être véritablement la priorisation. C'est-à-dire qu'on va donc prendre les histoires qui ont les plus fortes BV, hein, celles qui sont les plus importantes pour l'entreprise, mais ce n'est pas uniquement celles-là d'ailleurs, c'est aussi des histoires qui techniquement sont indispensables ou des histoires qui sont indispensables pour, on va dire, plusieurs sprints, éventuellement en parallèle. Donc il faut développer immédiatement. Et c'est là, on va donc calculer les priorités et on va faire un découpage, donc en sprint, en gros, un découpage qui va se faire à peu près, donc, pour une durée à peu près donc, de 1 mois. Alors c'est ça qu'on va donc regarder maintenant. Toutes les histoires dans le monde Scrum et les tâches sont représentées dans ce qu'on appelle un backlog. On parle également dans d'autres méthodes de Kanban, bon, mais ça revient toujours à ça. En fait, c'est le PO et c'est son groupe d'utilisateurs qui va donc faire cette fameuse liste donc, de l'histoire qu'il va évaluer donc, en BV, avec une valeur en général de 10 à 100. Hein. Et donc, on va essayer de découper, et ça sera ça, donc la priorisation. On va découper d'abord le projet en sprint. Hein, chacun des sprints va faire à peu près 1 mois. Et chaque sprint, lui, va être découpé en histoire, et chaque histoire va être découpée en tâches, dont je vous ai dit qu'une tâche fait à peu près 1 journée à 2 journées. Une histoire, c'est quelque chose qui n'est pas énorme.
ça représente peut-être pour 2 ou 3 ou 4 personnes au maximum, peut-être, on va dire, 4 à 5 jours, 3 à 4 jours. C'est pas quelque chose de monstrueux. C'est pas une application entière, hein, c'est vraiment un découpage qui a une compréhensibilité du point de vue métier. C'est-à-dire que quand on dit on va réaliser ça pour l'utilisateur et le PO qui le représente dans son cabinet noir, eh bien, il dit ah oui, ça c'est effectivement ce dont j'ai besoin. Voyez, on ne lui parle pas de base de données, non, on lui dit oui, je vais réaliser ça parce que. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on va définir les fameuses histoires. Donc, le backlog va donc contenir toutes les exigences métiers et on aura ce fameux découpage qui est représenté ici sur ce dessin, avec sur la partie droite ce qu'on appelle les burn down, c'est-à-dire l'avancement du projet par rapport à un avancement théorique. Et on sait, on nous le reproche, mais pourtant les gens qui disent ça ont tort. On nous dit, vous ne savez pas où vous en êtes. Ce n'est pas vrai. Au contraire, on sait exactement où on en est, parce que si on est au-dessus de la courbe, ça veut dire qu'on est en avance. Si on est en dessous, eh bien, ça veut dire qu'on est en retard, tout simplement. Or, ça, on le voit immédiatement en regardant ce qu'on va donc appeler les burn down. Maintenant, le découpage métier. Alors, j'insiste sur un point parce qu'on va le retrouver maintenant dans quelques instants. Découpage métier, il se fait donc en histoire. Mais peut-être que l'histoire est un découpage trop fin, vous voyez, et que ça ne correspond pas à quelque chose de crédible pour l'utilisateur. Et des fois, on va donc utiliser ce qu'on appelle l'épique. L'épique est en fait un regroupement d'histoires, et dans certains cas, il est préférable de faire la priorisation donc des histoires plutôt à travers des épiques, plutôt que directement sur des histoires. Il y aurait peut-être trop d'histoires, alors des épiques, il y en aura moins. Et puis c'est logique. Regardez, je vous donne ici quelques exemples. Les histoires, par exemple, dans le cadre d'une gestion de stock, c'est peut-être une demande de produits par un magasin, émise par un magasin. Ça peut être un regroupement de demandes. Ça peut être une expédition individuelle depuis un magasin. Ça peut être un contrôle de disponibilité donc, dans les stocks centraux. Et par contre, un épique, ça peut être la gestion des réappros. Ça peut être la valorisation des stocks en magasin. Ça peut être des statistiques de réapprovisionnement. Alors, il n'y a pas de règle absolue. C'est vous qui voyez. Hein. Si vous pensez que le découpage en histoire est plus logique et correspond mieux à votre projet, faites comme ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous pensez qu'il vaudrait mieux regrouper, ben, faites-le aussi. Maintenant, on ne peut pas avoir les deux. Hein. Il faut choisir, c'est l'un ou l'autre. Hein. C'est donc dessert ou fromage, mais donc pas les deux en même temps. Alors, comment est-ce qu'on va définir ce qu'est une histoire? Une histoire, je viens de vous dire, c'est une notion qui est une notion très élémentaire, hein, du point de vue métier, et qui correspond en fait à quelque chose qu'attend l'utilisateur. Et ce n'est pas une tâche élémentaire. Alors nous, on la décompose quand on est dans Scrum avec une phrase du langage courant qui est la suivante. En tant que, je veux, afin que. C'est le qui, le quoi ou le pourquoi. Par exemple, une histoire pourrait être, en tant qu'utilisateur, ça c'est le qui, je veux pouvoir rechercher mes clients par leur prénom et leur nom de famille, ça c'est le quoi, afin de les retrouver rapidement lorsque je reçois un appel de leur part. Ça c'est le pourquoi. Donc l'objectif dans la construction donc, de ma liste d'histoires, ce que va donc faire mon cabinet noir avec ses utilisateurs, vous voyez, je ne m'occupe pas de technique ici, eh bien ça va être de faire cette liste-là en répondant à ça. Et il faut que ça ait un sens, vous voyez. Donc ça, toutes ces histoires sont donc destinées à répondre d'une manière précise à la question comment sont traitées les exigences métiers. On parle bien du métier, on parle bien des utilisateurs et pas d'autre chose. Alors les histoires pourront être traitées indépendamment les unes des autres, hein, mais ce n'est pas toujours possible parce qu'il peut y avoir des dépendances. Et surtout, comme je l'ai dit et répété, doivent toujours apporter une valeur ajoutée importante, reconnue et attendue par l'usager. Les erreurs que nous commettons le plus souvent, parce qu'on est habitué à ça, c'est partir d'un cahier des charges et le découper en histoire en s'appuyant sur une structure textuelle. C'est pas vrai. À mon avis, il faut le faire quand même, parce que ça peut constituer une base de départ, mais ce n'est pas une pratique très recommandée sur le long terme.
Surtout qu'il y a on veut faire trop de correspondance entre une tâche décrite dans le cahier des charges avec une histoire. Le niveau de détail donc, qui correspond à une histoire, il n'est pas constant, il peut évoluer donc, au fil du temps en fonction de l'horizon de planification. Ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Et une histoire ne correspond pas, c'est pour ça qu'on fait une distinction donc, avec les cahiers des charges, à un découpage technique. Ce n'est pas nécessairement un écran, une boîte de dialogue, ce n'est pas forcément un bouton, d'où le risque de suivre de trop près les cahiers des charges. Mais malheureusement, dans beaucoup d'équipes de développement, on est tellement habitué à avoir un chef de projet qui nous dit voilà le cahier des charges, il faut regarder ce qu'il y a dedans et en avant la musique, qu'on est mal à l'aise après si on n'en a plus. Et donc, à mon avis, l'une des oppositions assez marquantes que l'on trouve contre les méthodes agiles, ça vient surtout de l'habitude, de ce qu'on ne pratiquait pas comme ça auparavant. Alors, comment se construit cette liste d'histoires? Tout simplement. Hein. Je vous dis, au départ, on a donc mon cabinet noir avec le PO et puis ses utilisateurs, ceux que l'on voit ici. Ils se connaissent bien. Ce sont des gens, ils ont confiance les uns dans les autres. Ils se connaissent bien. Alors, vous avez le PO. On peut aussi faire des interviews, des entrevues, comme le disent nos amis canadiens. J'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop parce que quand on fait une entrevue avec un utilisateur, cet utilisateur a tendance à rentrer trop dans les détails et il manque d'une vue synthétique de ce que l'on lui demande. Ce n'est pas de sa faute, hein. C'est parce que c'est plutôt comme ça. La synthèse est quelque chose de plus difficile à faire on va dire que l'analyse. On peut récupérer un cahier des charges existant, mais je vous ai dit tout à l'heure, seulement donc pour se faire aider. On a donc des réunions de brainstorming qui se font comme ici, avec donc le PO et son cabinet noir. Les questionnaires, j'y crois pas trop non plus, parce que les gens dans leur bureau l'oublient et puis au dernier moment, ils remplissent quelque chose, donc c'est pas très crédible. Hein. Et puis, bon, ça peut demander une longue période de préparation. Moi, je suis sur des projets un peu majeurs, je pense que 3 mois de préparation, c'est pas idiot. Voilà, je trouve que 3 mois, même plus, hein, et sans faire de prosélytisme encore. Alors, les critères des bonnes histoires, c'est d'abord de représenter le point de vue de l'utilisateur, hein, je n'arrête pas de le répéter. Elles doivent être simples et concises et compréhensibles du point de vue métier. La granularité doit être acceptable, je vous ai dit, éventuellement on peut donc les regrouper donc en épiques, et puis donc on doit bien être capable de décrire les conditions fonctionnelles que doivent satisfaire donc les histoires, parce que le cabinet noir va avoir un très très gros travail de contrôle tout au long donc, de la réalisation des sprints, mais eux vont travailler uniquement sur les aspects fonctionnels, donc il faudra savoir exactement où l'on va, et comme pour des méthodes traditionnelles d'ailleurs, le cycle en V par exemple, eh bien, on se pose des questions en amont, et non pas en aval quand c'est trop tard. Je vous ai mis ici un exemple, qui est un exemple réel. Alors, vous me suivez dans une... Alors, on ne va pas tout regarder en détail. Hein, vous me suivez dans une usine donc, de lubrifiant où on fabrique des huiles. Et nous avons ici un certain nombre d'histoires qui ont été détectées par le cabinet noir et le PO et qui concernent donc en fait, la fabrication et le suivi donc, des stocks d'une usine d'huile de lubrifiant. Alors, vous voyez que sur la partie droite, ici, on voit que eh bien, vous avez la BV. Alors, la BV, en général, on va de 10 à 100. Je vous rappelle que la BV, c'est le business value, donc l'évaluation métier de l'histoire que l'on doit réaliser. C'est alors, si c'est 100, ça veut dire que c'est vital, il faut le faire. Si c'est 10, bah, on peut vraiment attendre. Et après ça, vous choisissez peut-être quelques valeurs intermédiaires. On peut prendre peut-être 40, 50 et 80, c'est vous qui voyez, parce que c'est très compliqué de faire une distinction du point de vue métier entre 42 et 43. Donc ça, vous n'y arriverez pas, donc prévoyez un certain nombre de paliers, pas trop nombreux. Vous voyez ici que chacune de ces histoires qui sont là, qui sont des histoires réelles. Par exemple, alors les huiles, hein, c'est fabriqué avec des huiles de base dans lesquelles on met donc des additifs, et on met ça dans des bidons ensuite et on les vend très cher. En gros, c'est ce que font les pétroliers. Hein. Et donc, par exemple, ici, pour faire de l'huile, donc ils ont besoin d'avoir des huiles de base. Alors, l'une des histoires, ce serait par exemple le réapprovisionnement physique des usines en huile de base. Et on s'est bien posé la question,
en tant que gestionnaire de produits de base usine, je veux réapprovisionner les stocks de base parce que je vais en avoir besoin, de manière à répondre aux fabrications d'usine. C'est vital, BV égale 100. Vous voyez, je peux en prendre un autre. La valorisation donc des stocks d'usines additifs. Ça intéresse moins les fabricants, ça va intéresser plutôt donc les financiers. Vous voyez, valorisation des stocks d'usines d'additifs. En tant que responsable financier, donc usine, je veux connaître la charge financière que représentent les additifs de manière à minimiser les immobilisations en usine de ces additifs. J'en ai mis ici une trentaine. Vous comprenez bien que c'est là qu'est toute la question. Si ce cabinet noir travaille intelligemment, qu'il connaît bien son métier, il va donc avoir une liste d'histoires qui aura un sens tout à fait intéressant, tout à fait crédible, vous voyez. Et donc ça, il faut y passer du temps. C'est pour ça que moi je le sépare. Le projet, de mon point de vue, n'est pas démarré quand je n'ai pas fait ce travail. Bien entendu, tout ne sera pas réalisé. Mais en tout cas, je sais à peu près où j'en suis avant même de commencer donc mon projet. Bien, une fois que ça a été fait, il va falloir, donc vous voyez, j'ai une évaluation de chacune des histoires en BV qui vont, on va dire, de 10 à 100. Maintenant, je fais une réunion, ce qu'on appelle la réunion du poker, du planning poker, où le PO et le Scrum Master sont tous les deux là, avec l'équipe. Là, on est assis, pour une fois, et l'équipe est là, et on leur demande à chacun, après présentation par le PO d'une histoire, chacune des histoires, on leur demande qu'est-ce que vous pensez de la difficulté de réaliser donc cette histoire. Alors on donne à chaque équipier un jeu de poker, enfin pas tout un jeu de poker, mais qui suit approximativement, je montrerai juste après, la suite de Fibonacci, c'est-à-dire, en fait, c'est 0, 1 demi, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, point d'interrogation quand on ne sait pas. C'est-à-dire que, en fait, c'est à peu près, on va dire, la suite de Fibonacci qui a été mise en évidence, rappelez-vous, dans le fameux film donc, de Da Vinci Code. Alors, donc, présentation de chacune des histoires, mais on va en avoir un gros paquet, et il faut essayer de se limiter à 8 heures pour un sprint d'un mois. Mais tout est là, vous savez, tout est là, dans l'évaluation BV et dans l'évaluation donc des histoires en effort. Et on leur demande, mes amis, qu'est-ce que vous pensez en termes d'effort à réaliser de telle histoire? Et chaque équipier va voter avec une carte du jeu qu'on lui aura donné. On va prendre ensuite les deux extrêmes, c'est-à-dire ceux qui disent c'est facile et celui qui dit c'est très compliqué. On leur demande de dire pourquoi ça leur paraît si facile et si compliqué. Et c'est là qu'on a un autre souci. C'est que, étant donné que l'équipe de développeurs généralement est issue de méthodes on va dire, de gestion de projet traditionnelle, le Scrum Master est souvent un ancien chef de projet. Or, les équipiers renaclent, ils ne sont pas très à l'aise quand il s'agit d'exprimer un point de vue. Par ailleurs, il peut y avoir dans l'équipe, dans l'ensemble des équipiers, des gens qui seront plus performants et plus pertinents. Dans ce cas, ils auront encore moins envie de s'exprimer. Donc, il va falloir trouver des artefacts pour faire en sorte qu'ils s'expriment de la manière la plus libre possible. Vous voyez ? Et une fois qu'on a à peu près rapproché, on va dire, les points de vue, eh bien, on choisit ce point de vue. Si on n'y arrive pas, c'est le PO qui va donc décider. Si on reste toujours entre 13 et 20, eh bien, le PO décidera, je pense que ça sera 20, point final. Et ça, c'est important. Bien, donc vous voyez, c'est ça, ça marche comme ça, avec cette fameuse suite donc, de Fibonacci, c'est qui est exprimé ici. Alors, attention, il ne faut pas tomber dans les discussions stériles. Il ne faut pas s'accuser les uns les autres d'incompétence. Il ne faut pas oublier que l'agilité au sens de Scrum, c'est un travail d'équipe. Et si quelqu'un est jugé incompétent, en fait, c'est toute l'équipe qui est incompétente. Il faut bien comprendre ça. On est noyé, on est dans la masse d'une équipe et l'équipe va avancer. Vous voyez, quand on exprime, quand on évalue donc la capacité d'une équipe, la fameuse vélocité, on dit elle vaut tant de points d'effort. Mais on ne parle pas de Dupont, Durand ou quelqu'un d'autre. On dit c'est l'équipe, sa capacité de pousser en mêlée.
C'est ça le principe donc, de cette évaluation. Bien. Maintenant, j'arrive à la priorisation proprement dite. Et donc, elle est fondée sur quoi? Elle est fondée sur, on a donc une liste complète maintenant d'histoires qui ont été évaluées de deux manières, avec une évaluation métier avec les BV et le cabinet noir, et puis ensuite une évaluation en point d'effort, qui est le résultat du poker game. Maintenant, il va falloir les mettre dans l'ordre, ces histoires, et ensuite faire un découpage en sprint. Bien. Alors, c'est pas toujours très évident hein, pour faire ce genre de choses. Alors, il y a différentes méthodes qui existent, je vous ai présenté rapidement. Hein. Alors, on va faire cette priorisation sur un certain nombre de critères. Il faut toujours l'avoir en tête. D'abord, la mesure du risque. Le fait de développer immédiatement, ça peut éviter des problèmes. Un bug, par exemple, qui peut devenir une histoire prioritaire. L'amélioration de la qualité. Si l'histoire améliore les qualités métiers, il faut la développer rapidement. Ça peut être aussi une question de dépendance. Je vous ai dit, normalement, les histoires devraient être indépendantes, mais ce n'est pas possible d'y arriver tout le temps. Et donc, si les histoires sont dépendantes, c'est toujours comme ça, il faut les limiter, les développer tout à fait au départ, hein, parce que les autres ne pourront continuer à fonctionner. On pourra donc travailler en parallèle. Il faut également donner confiance aux usagers. Je pense qu'il vaut mieux commencer par une histoire pas trop grande, mais qui soit assez représentative pour permettre aux usagers donc, de revenir dessus éventuellement après quand ils ne savent pas comment s'y prendre. Vous voyez, c'est quand même très subtil, ça, cette fameuse priorisation. Le Scrum Master, lui, il n'est pas neutre. Hein. Je vous ai dit, son rôle, c'est surtout de veiller à la qualité technique des équipes et l'avancement de l'équipe. Mais il sera quand même là. Hein. C'est quand même lui qui est un peu la référence technique auquel on va s'adresser. C'est un petit peu comme un ancien ingénieur système que l'on avait donc autrefois. Le Scrum Master va donc être là, c'est un spectateur invité et attentif. Alors, bien, on va donc maintenant essayer de faire cette priorisation. Alors, cette priorisation, on peut la faire globalement, à mon avis, avec trois méthodes. Alors, je vous en propose deux que je n'utilise pas, les deux premières, et la troisième que par contre me semble plus efficace, pour laquelle je vous ai donc repris l'exemple de mon usine donc de lubrifiant. Alors, la première méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode des histoires. Alors, encore une fois, c'est les sondages, des histoires ou bien des épiques. Hein. Dans votre tête, il faut toujours avoir en tête l'idée qu'on peut remplacer l'histoire par épique. Le principe est le suivant. On choisit 5 à 9 critères de sélection qui concernent l'intérêt métier d'une histoire ou épique. On choisit parmi ces éléments, parmi ces critères, on en choisit un qui va être le pivot compris de tout le monde et qui appartient, pas critère, ce sont des histoires. On va choisir donc une histoire de référence qu'on va appeler donc le pivot, qui est comprise donc de tout le monde, qui appartient à la liste des histoires épiques à développer dans l'itération. Ensuite, on va positionner chacune des histoires ou épiques par rapport à ce pivot. Et les utilisateurs sont interrogés, on leur demande est-ce que ça vous paraît intéressant de le faire? C'est très intéressant, à ce moment-là, on va mettre un plus. Ou est-ce qu'au contraire, c'est assez négatif, à ce moment-là, on mettra un moins? Ou alors, est-ce que c'est neutre, on mettra un 0? Et finalement, pour connaître la valeur, on va dire, de positionnement de ces histoires, eh bien, on va additionner les plus et soustraire donc les moins. On aura une valeur. L'inconvénient, c'est qu'on a souvent des doublons. Parce qu'on n'a pas non plus pléthore, un nombre infini d'histoires, et donc on risque d'avoir des doublons. Moi, c'est pas trop. La deuxième solution, c'est celle de la mesure, hein, ce qu'on appelle le scoring. C'est la même chose, sauf qu'ici, donc c'est assez proche du modèle précédent, mais chaque critère ici est pondéré pour qualifier son importance. Et la pondération est exprimée par un pourcentage, et l'ensemble des critères, les 5 à 9 critères qu'on évoquait précédemment, ici, donc, va valoir 100. Et donc, on compare dans la deuxième étape donc, les épiques histoires par rapport à ces critères, mais cette fois-ci, on se sert d'une grille de standard de comparaison qui permet d'allier facteurs et valeurs. Tout à l'heure, on disait c'est mieux que, ou moins bien que, ou pas utile. Cette fois-ci, on va dire c'est bien pire que l'épique pivot ou que l'histoire pivot, c'est pire que l'épique pivot, c'est identique à l'épique pivot, c'est mieux que l'épique pivot ou nettement mieux. Vous voyez, on va dire qu'on va discriminer l'évaluation, on va dire, des valeurs hein, que l'on va donner. Donc on obtient un tableau qui, cette fois-ci,
sera plus fin, mais qui ne sera, encore une fois, qui peut encore provoquer quelques doublons. Et puis la troisième méthode, je vous la montre tout de suite et je vais reprendre pour ça l'exemple que j'avais tout à l'heure. Alors, l'idée est la suivante. Vous voyez, donc on avait notre liste, donc ça s'appelle la priorisation par poids relatif, celle qu'on utilise, et je trouve, me semble en tout cas la plus intéressante. Alors, le principe, cette fois-ci, on va reproduire le jeu du poker gaming et on va demander donc, aux utilisateurs donc, du cabinet noir de se déterminer sur deux nouveaux critères. C'est-à-dire que chaque histoire, donc du backlog, on va leur demander de voter. Le premier vote va porter sur l'intérêt d'avoir cette histoire. Et chaque participant va voter non plus avec une carte de la suite de Fibonacci, mais une carte qui va aller de 1 à 10. Bien. Et donc, on va lui demander, est-ce que c'est vraiment intéressant de développer cette histoire? On va faire la somme de toutes les valeurs des différents des participants donc, du cabinet noir, et cette somme, on va l'inscrire. Bien. Ensuite, on va pondérer les résultats. On peut pondérer, alors on peut par exemple, mais d'abord il faudra commencer par le deuxième vote. Le deuxième vote va porter lui sur la pénalité relative de ne pas avoir l'élément. C'est-à-dire qu'on va leur poser la même question, mais on leur dit, si on ne fait pas cette histoire, est-ce que ça nous pénalise? Beaucoup ou pas beaucoup? Et donc, on va dire, de 1 à 10, ça me pénalise beaucoup, ou ça ne me pénalise pas. Et donc, finalement, pareil, je vais faire la somme de tout ça, et je veux obtenir, finalement, une somme des pénalités, et puis une somme de l'intérêt. Chacune de ces sommes, je vais la ramener en pourcentage par rapport à la somme totale de toutes les histoires qui sont ici. Donc, vous voyez ici, si je reprends maintenant avec ma pondération, puisque je pondère l'intérêt ici par la valeur 2, par exemple, l'intérêt calculé ici pour la première histoire était de 38, l'intérêt. Si je pondère avec la valeur 2, j'obtiens 76. Très bien. La pénalité, elle, est de 41. Je fais la somme, donc j'obtiens 117. Et c'est cette valeur de 117 que je ramène par rapport au total donc, des histoires. Et cette somme, donc la valeur relative, va être de 0,024. Et je fais la même chose pour chacune des histoires. Par ailleurs, j'ai toujours dans mes cartons l'évaluation donc en termes de points d'effort. Et donc, je peux faire la même chose. Chaque histoire a donc une valeur de point d'effort qui a été donc choisie par le product owner. Je la ramène en pourcentage par rapport au total des points d'effort de l'ensemble de ces histoires que je dois évaluer. Donc, je me retrouve avec une valeur relative qui est en fait la somme pondérée de l'intérêt et des pénalités en termes de métier, et puis un effort relatif. Je divise l'un par l'autre, en fait, c'est très simple, je divise l'un par l'autre et j'obtiens en fait la priorité. Et donc la priorité, ici, donc je divise la valeur, j'obtiens 1,46 pour ma première histoire et je fais ce calcul pour toutes les histoires. Et au total, donc, j'ai relativement peu de chances ou moins de chances, on va dire, d'avoir des doublons. Et il me suffit après de prendre les priorités les plus élevées. Ben ici, simplement un exemple, c'est aller de 9,22. Ce sont les statistiques de réapprovisionnement en usine en huile de base. C'est pas compliqué. En fait, vous voyez, vous prenez votre cabinet noir, voilà, vous leur demandez de voter, c'est intéressant, pas intéressant. C'est intéressant, on fait la somme. On pondère, mais on pourrait pondérer par 3, par exemple, par 2, tout dépendra, bien entendu, de votre contexte. On va pondérer ça, ensuite on va faire la somme, on ramène ça par le total, sur le total de l'ensemble des histoires, on obtient donc un pourcentage. J'ai déjà les efforts relatifs, je divise l'un par l'autre, et j'obtiens donc, on va dire, ma priorité, et donc le rang. Ben, ça marche très bien. Désolé de le dire à ceux qui n'aiment pas les méthodes agiles, mais je trouve que ça marche très bien. Et en plus, on peut faire ça, c'est pas la peine d'avoir un crayon derrière pour faire les calculs. Il vous suffit d'avoir une petite tableur Excel et vous y arriverez très bien. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai pris donc toutes mes histoires de BV les plus élevées, très bien, je les ai toutes évaluées,
Ensuite, pour chacune d'elles, j'ai eu donc, et j'ai obtenu donc les efforts relatifs, et j'ai donc, finalement, je vais avoir le positionnement que j'obtiens ici, vous voyez, c'est indiqué là. Alors maintenant, c'est-à-dire que j'ai l'effort, on va dire, on obtient quoi? On obtient donc un ordre de réalisation. Maintenant, je ne peux pas tout réaliser en même temps. Alors, comment fait-on? Eh bien, on va découper la liste que j'obtiens comme ceci. Je vous rappelle qu'on commence par les BV les plus élevés, hein, pour terminer par les moins élevés. Eh bien, je prends toutes mes histoires et je vais découper d'une manière arbitraire, enfin, pas vraiment arbitraire, mais je vais découper en fonction de la vélocité de l'équipe. Vous voyez, si mon équipe, mettons de 6 ou 7 équipiers, a été évaluée lors d'un précédent sprint à une valeur, mettons, de 80 points d'effort, eh bien, je vais donc prendre mon ordre de réalisation, hein, et je vais m'arrêter lorsque je dépasserai le nombre de points d'effort que peut réaliser donc mon équipe. Vous me direz, mais alors comment je fais au départ? Bien, au départ, on y va, comme on dit, au pifomètre. Hein. On y va au hasard. Et c'est là où l'expérience, on va dire, à la fois du PO et puis du chef, chef de projet et du Scrum Master est très intéressante parce qu'il va partir d'une valeur a priori. On dira, je connais mon équipe, ils sont très bons. Donc, je suis persuadé qu'ils sont capables de faire 150 points d'effort parce qu'il les connaît. Donc, on partira de quelque chose et ensuite, on va corriger, puisqu'à chaque sprint, on va corriger la vélocité qui est recalculée en fonction de toutes les histoires qui ont été entièrement réalisées. Donc, c'est ça, le découpage en sprint. Et tout ça, c'est reporté ensuite dans un très, très beau tableau. Voilà, et donc, et vous savez, donc, vous en êtes. Alors après, qu'est-ce qu'il reste à faire? Chaque sprint, avec donc l'exécution donc priorisée, histoire numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Chaque sprint va donc être découpé en tâches élémentaires. En général, c'est le Scrum Master qui va faire ça. Là, il n'y a pas besoin de demander un avis à tout le monde. Hein, c'est vraiment des tâches très, très élémentaires d'une journée ou deux. Et à chaque histoire va correspondre donc des tâches élémentaires. Pourquoi? Eh bien, parce que tous les jours, nous avons donc une réunion qui fait hurler de rage les anti-agiles, ce qu'on appelle la stand-up meeting, donc, qui est donc un point quotidien qui dure un quart d'heure. C'est ce qui est montré ici avec des personnes qui restent debout devant le tableau, hein, le backlog. Et donc, on demande à chaque équipier, alors il a 1 minute ou 2 à peu près, hein, pour s'exprimer en disant, voilà ce que je devais faire, hein, qu'est-ce que j'ai réalisé, qu'est-ce que je vais faire maintenant, et quelles ont été les difficultés que j'ai rencontrées. Alors les difficultés, on ne les résout pas en un quart d'heure parce qu'on n'a pas le temps, mais par contre, après, avec le Scrum Master, éventuellement, on pourra y revenir. D'ailleurs, je prends un point intéressant, c'est que l'une des bonnes pratiques que l'on a souvent, c'est d'utiliser la programmation en duo. Et lorsqu'un développeur, un équipier, à un moment donné, et on s'en est rendu compte, ce qui ne plaît pas d'ailleurs, hein, on s'est rendu compte lors de la stand-up meeting qu'il a pataugé parce qu'il a mal utilisé, je ne sais pas, les promesses en JavaScript, eh bien, le lendemain, entre nous, hein, ce n'est pas la peine de faire de la publicité pour ça, on va se faire un petit développement avec le Scrum Master qui va dire, tu vois, bah, avec les promesses en JavaScript, il vaudrait mieux fonctionner comme ci, comme ça. Mais il est là non pas pour sanctionner, mais pour lui dire, tu n'y connais rien, il est là pour l'améliorer et que l'équipier se sente d'une part rassuré parce qu'il est plus à l'aise et donc il va pouvoir aborder la suite avec plus d'efficacité. Et donc tous les jours, chaque équipier, donc on lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Et on dit, voici quelles sont les tâches qui sont à réaliser, est-ce qu'il y a des volontaires? Et un équipier va dire, moi, je fais. Il n'a pas besoin de se lever parce qu'il est déjà debout. Donc, il va sur le Kanban, il va sur le backlog et il met ses initiales en bas donc, de la tâche qui est à réaliser. Et on lui demandera donc des comptes le lendemain, au moment de la prochaine donc, Scrum Daily Meeting. Voilà. Et on en profite à l'issue donc de cette réunion d'un quart d'heure. Hein. J'insiste bien, c'est une réunion qui ne va pas être plus longue. Réunion, stand-up meeting de 3 heures, ça ne veut rien dire. Hein. Donc ça ne va pas durer longtemps. Éventuellement, on ne traite pas tout.
Et donc, on reportera ça sur le stand-up meeting du lendemain. Hein, et on en profite pour mettre à jour donc, les burn-down par rapport aux histoires réalisées ou par rapport aux tâches réalisées, de manière à voir où on en est. Et donc, on verra à la fin du sprint, hein, on verra donc quelles ont été donc toutes les histoires qui ont été réalisées. On en déduira donc la vélocité. Alors, la revue de sprint, c'est moins intéressant dans le domaine de la priorisation, mais c'est quelque chose quand même qui est très utile. C'est une démonstration qui est effectuée tout à fait à la fin, où on invite en fait les utilisateurs. Alors là, c'est la fête, hein. Champagne, gâteau. Donc les équipiers sont fiers de montrer ce qu'ils ont réalisé, et c'est eux qui effectuent la démonstration. Ce n'est pas le PO et ce n'est pas non plus le Scrum Master. Je vous ai dit, l'une des règles dans l'agilité, c'est de remettre en évidence, de redonner de l'intérêt à la fonction développement et aux équipiers. Les participants, c'est le PO, Scrum Master, les équipiers, des utilisateurs invités, les membres du management, hein, et puis toute personne qui passe dans le couloir et qui voit les gens attroupés, hein, devant le tableau et qui viennent voir de quoi on parle. Ça ne dure pas plus de 4 heures pour un sprint d'1 mois, hein, en gros. Hein. Et encore une fois, ce n'est pas le procès de l'équipe de développement. Ça, c'est absolument détestable. C'est pas ça. Qui n'a peut-être pas tout terminé. Hein. Et donc, c'est simplement une source de discussion. Et on essaie, nous, développeurs, de recueillir donc des informations, des ressentis, les premiers ressentis de la part des utilisateurs. Bon, les contraintes à respecter, on rappelle le but du sprint. Hein. Le PO va valider le contenu du sprint en identifiant ce qui est terminé et de ce qui ne l'est pas. L'équipe de développement va communiquer éventuellement sur les difficultés rencontrées en matière de compréhension métier et les solutions qui ont été apportées, hein, uniquement donc des préoccupations fonctionnelles et pas techniques. Le PO récupère les premiers retours utilisateurs, très bien, et donc maintenant on calcule la vélocité donc de l'équipe, ce qui sera donc utilisable après pour pouvoir modifier l'échéancier donc des différents sprints. Parce que si la vélocité a été améliorée, il faut le modifier. De la même manière que s'il y a des vacances ou s'il y a des prévisions de grève partout, et là, il faudra se dire que la vélocité de l'équipe, elle va en prendre un coup. Donc, on sera obligé de remettre en cause l'échéancier des sprints dans le temps. La dernière on va dire, cette réunion donc importante du monde Scrum, c'est la réunion de rétrospective. Je vous disais tout à l'heure, c'est là où on est entre nous. Et donc, on est entre nous et on propose un plan d'action pour améliorer le prochain sprint. Ça dure 3 heures pour un sprint d'1 mois. Mais là, on est entre nous. Là, on n'a pas nécessairement un contenu très structuré. Le but, c'est que chacun s'exprime et que les solutions soient trouvées. Les participants, c'est l'équipe de développement. Le PO, parce qu'il doit quand même être informé de ce qui se passe. Mais ce n'est pas un technicien, le Scrum Master qui est vraiment le cœur du sujet, et puis tous les équipiers, bien entendu, et éventuellement, pourquoi pas, un représentant de l'équipe de management, mais là, ce n'est pas obligatoire. Attention, il faut que l'environnement soit tranquille, pas austère, il faut que ce soit agréable. Il ne faut pas se retrouver dans des casemates qui font penser à l'Allemagne de l'Est. C'est pas ça. Hein. Il faut être content d'être là parce qu'on n'est pas jugé, encore une fois. C'est ça qui est vraiment très, très différent. Et donc, la réunion, elle commence par la reprise de ce qui s'est passé dans le sprint du backlog, un résumé de tous les événements qui se sont produits pendant le sprint, et on reprend chaque point, et on regarde si on a été bon, on n'a pas été bon. Alors, si on a été bon, on met un post-it qui est vert. Si on a été bon, si on n'a pas été bon du tout, on le mettra rouge. Et si ça a été à peu près correctement, ça s'est passé correctement, eh bien, on mettra donc un post-it orange. Vous voyez, on n'est plus sur un backlog. Simplement, ce n'est pas idiot que le Scrum Master est dans son bureau, ou au moins dans la zone de l'espace qui est partagé, eh bien, cette chose-là, parce qu'on verra à peu près quelles sont les difficultés de manière justement anticipée sur la suite. Donc, vous voyez, c'est très différent de manière de fonctionner. On découpe donc les projets en sprint et en histoire et en tâches d'une manière très différente de ce que l'on voit dans des projets, on va dire, traditionnels, et surtout la manière de prioriser en se servant des BV du cabinet noir, des points d'effort
des équipiers et en travaillant par exemple sur le système de priorité que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est une très bonne solution, vous savez. Et moi, je pense que ça serait, à mon avis, un peu ridicule que de vouloir dire absolument que c'est mauvais. Bon, alors, voilà ce que je voulais vous dire. Je pense d'ailleurs, en regardant maintenant la liste des personnes qui se sont donc connectées, qu'il y a dû y avoir un problème dans les adresses. Bon, on va voir ce qui s'est passé. La totalité de la présentation que je vous ai faite sera disponible demain donc, dans le site internet www.lemarçon.com. Vous pourrez y accéder et c'est gratuit, hein, vous accédez directement, vous allez simplement dans En direct Le Marçon et vous choisissez donc le mois de mai et vous verrez que cette présentation sera présente. Voilà. Maintenant, je vous ai dit que nous avons donc une réunion toutes les semaines maintenant. Alors, je peux vous donner rendez-vous dès maintenant pour le mercredi prochain, 3 juin, où là, je vais parler de choses tout à fait différentes. C'est la comparaison des réseaux sans fil pour équiper des installations donc LP1, installations donc d'objets IoT. Ensuite, le 10, on parlera de runtime moderne. Hein. On l'a déjà fait une fois, beaucoup de clients et d'utilisateurs nous demandent de la refaire. Ensuite, on parlera le 17 juin, ça j'attire votre attention sur ce point. Le 17 juin, nous allons parler des nouvelles méthodes de travail post-Covid. Moi, je fais partie des gens qui sont convaincus que plus jamais rien ne sera comme avant avec ce Covid. Et donc, il y a des méthodes maintenant nouvelles. Et c'est vrai que ce que je vous ai présenté avec les méthodes agiles et avec Scrum n'est pas du tout en phase avec ce dont je vais vous parler après, le 17 juin. Et vous aurez donc la liste de tous nos rendez-vous jusqu'au vendredi 18 décembre. Voilà. En tout cas, j'espère que ceci vous a intéressé. Je suis à votre disposition, bien entendu, comme d'habitude, si vous voulez me joindre à travers notre réseau pour répondre à toutes les questions que vous voulez. Dernière chose, nous avons mis en œuvre plusieurs projets agiles, certains gros projets agiles, et je ne comprends pas que l'on puisse dire qu'il y ait des difficultés avec l'agilité. Ça, je ne comprends pas et je n'y crois pas. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé tout ceci et j'espère vous retrouver prochainement, donc fidèle au poste. À très bientôt.